Madame la Présidente, chère Nathalie, Madame la déléguée ministérielle, chère Madame Brion, vous savez qu'il est de bon ton souvent de critiquer notamment le ministère de l'Éducation nationale. Je voudrais saluer le travail fait par Madame Brion, par ses équipes, et je voudrais saluer son engagement à la cause des enfants handicapés notamment. Elle en a fait la démonstration avec le cœur qu'elle a mis à vous faire la présentation tout à l'heure, et on sait les uns les autres que chaque fois qu'on peut la solliciter, elle s'efforce de répondre présent avec, vous l'avez vu, des taux de satisfaction qui sont importants. Chers amis, la mort de Jacques Chirac a eu un écho sans précédent en France. Des milliers de personnes se sont déplacées au Palais de l'Élysée, à l'Hôtel des Invalides, mais également dans chacun des hôtels de ville de France pour rendre hommage au président défunt dans un dernier moment de recueillement, pour communier une ultime fois avec l'homme dont les Français se sentaient si proches. Et par-delà les clivages politiques, Jacques Chirac était le président des Français et de tous les Français. Il était le président qui voulait résorber la fracture sociale parce que, disait-il, on reconnaît la grandeur d'une société à la place qu'elle peut faire aux plus petits d'entre les siens. La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, pour la participation et pour la citoyenneté des personnes handicapées répondait à cette ambition de réconciliation nationale, en donnant une voix et en faisant une place aux personnes en situation de handicap. Les plus fragiles et les plus vulnérables sont devenus, à partir de 2005, des sujets de droit à part entière. Plusieurs lois successives sont venues renforcer le droit à l'égalité formelle des personnes en situation de handicap, mais dans la vie réelle, les conditions d'exercice de cette égalité sont trop souvent partielles et parfois lacunaires. Les 10 et leurs parents, ô combien le savez-vous, ont des destins chahutés par la vie comme une plaie béante que la promesse républicaine ne parvient qu'à peine à cicatriser. Les enfants 10 ont des scolarités souvent difficiles, parfois brisées, par incompréhension du personnel éducatif, par méconnaissance parfois aussi. Les parents sont contraints d'aménager leur temps de travail ou de quitter un emploi au gré des exigences du handicap de leur enfant pour l'accompagner dans son parcours souvent difficile, face à une administration qui, Madame Brion mise à part, reste souvent sourde à leurs inquiétudes. Les adultes porteurs de troubles cognitifs spécifiques sont enfermés dans une solitude qui les éloigne de la vie professionnelle, par peur d'être montrés du doigt, et souvent aussi par peur d'être exclus. Les 10 ont le sentiment d'être discriminés, alors que l'épithète inclusif est accolé partout. On parle désormais d'école inclusive, de société inclusive, d'entreprise inclusive et que sais-je encore. D'où vient donc que le constat et les constats qui sont partagés par tous, la ministre a dû vous le dire ce matin, mais que les solutions soient si lentes et si compliqué à mettre en place. La fraternité est pourtant au nombre des valeurs cardinales qui doivent guider la France dans chacune de ses décisions, car des vertus inscrites dans la devise de la République, l'usage veut qu'on la cite toujours en dernier après la liberté et l'égalité, mais elle n'est pas la moins importante et les Français y sont particulièrement attachés. La fraternité, c'est un humanisme qui s'incarne de personne à personne, de proche en proche, une main tendue à ceux qui sont au bord de la route, une attention particulière à ceux à qui la vie a donné un peu moins de chance ou un chemin un peu plus compliqué. Pourtant, lorsque l'État administre souvent plus qu'il ne gouverne, la fraternité se confond dans une machine froide, sinistre, qui résume des années de souffrance à un amas de papiers administratifs composant un dossier lui-même composé de nombreuses cases à cocher. L'État cherche en effet l'expression de l'intérêt général sans jamais considérer qu'il a la responsabilité du bien commun, qui est une responsabilité bien plus grande. L'intérêt général, comme expression de l'intérêt du plus grand nombre, peut supporter le sacrifice et l'oubli du plus faible. La politique de l'autisme est au nombre de ces politiques d'intérêt général, certes éminemment essentielles, mais sans égard pour les autres handicaps
sensoriel, cognitif ou moteur. Il est néanmoins impérieux que l'État gouverne au nom du bien commun, c'est-à-dire de chacune des personnes, de l'ensemble de la collectivité, pour que tous, sans exception, puissent atteindre un plein épanouissement. Au nom du bien commun, les réformes doivent veiller à ceux qui en sont les perdants ou qui n'en sont pas les bénéficiaires principaux. Au nom du bien commun, une vraie politique du handicap ne se limiterait pas au seul champ, à un seul champ, à une seule dimension, mais s'efforcerait de les embrasser toutes, car le bien commun vise la justice sociale, et la première des justices sociales, c'est l'équité, équité dans les causes qui sont portées et dans les causes qui sont défendues. Ainsi, le Parlement s'apprête-t-il à examiner le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Vous savez, ce beau vaisseau de plus de 70 ans qui prend l'eau de toutes parts, mais qui est malgré tout, depuis 1945, l'expression de notre solidarité nationale. Solidarité nationale qui s'exprime par les mécanismes de distribution des richesses et de transferts sociaux. Solidarité nationale qui s'exprime par des choix financiers dans le cadre d'exercices budgétaires contraints où il faut arbitrer, prioriser, hiérarchiser, classer. La solidarité nationale est précisément l'expression de l'intérêt général, là où la fraternité serait l'expression du bien commun. Rien dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale ne concernera les 10. Cette année encore. Les solidarités financières ne suffisent pas et ne remplacent pas la fraternité humaine. Le temps donné à ceux qui ont besoin d'être écoutés, entendus, aidés, c'est à cette condition que se forgera une société plus responsable, plus accueillante et plus efficace, parce que plus respectueuse de la dignité des hommes. Dans ce monde toujours plus rapide, notre responsabilité politique est de prendre garde à ce que personne ne vacille, ne soit laissé au bord de la route, que chacun, au contraire, quelle que soit son origine, quel que soit son handicap, trouve sa place et toute sa place dans la société. C'est dans cet esprit que j'ai déposé une proposition de loi au début de l'année visant à une meilleure inclusion et une meilleure prise en charge des troubles 10. J'avais eu l'occasion de la présenter à ceux d'entre vous qui étaient peut-être présents le 27 mai dernier à l'Assemblée nationale autour de la Fédération française des 10. Vous savez, cette proposition de loi qui avait suscité l'ire de la ministre parce que le texte avait le malheur de ne pas venir de ses services. Elle n'est sans doute pas parfaite, cette proposition de loi. Et elle ne vise pas non plus à l'exhaustivité, restons modestes. Elle est une contribution, la contribution d'un élu de la République qui, au travers de ses contacts avec Nathalie Gros et les membres de son bureau, a pris la mesure de ce que sont vos difficultés au quotidien. Elle vise ainsi à améliorer l'accompagnement des enfants porteurs de troubles 10 et à renforcer leur prise en charge. Diagnostiquer et accompagner ces enfants, c'est investir dans leur avenir, c'est leur permettre de devenir des citoyens, des hommes et des femmes autonomes qui ne subiront pas leur handicap, mais au contraire pourront construire leur futur en le dépassant. Ainsi, j'ai proposé que soit créé un parcours de santé des troubles cognitifs spécifiques, organisé en 3 niveaux de recours, en vue d'améliorer la coordination des acteurs et de faciliter la prise en charge des personnes porteuses de ces troubles. Le parcours de santé, tel qu'il est conçu, est organisé autour de la personne et de ses troubles, et donc de ses besoins, et non plus en fonction des structures ou de l'offre médicale ou paramédicale présente sur les territoires. Le parcours s'appuie sur une spécialisation nouvelle d'infirmiers de pratique avancée qui coordonnent les actions pédagogiques, médicales, médico-sociales et sociales autour de l'enfant. Ce rôle pivot permet, dans un contexte de démographie médicale qui est celui que vous connaissez particulièrement déficitaire, d'élargir le champ des acteurs chargés d'assurer le suivi de ces actions et de l'évolution de l'enfant d'une manière personnalisée et individualisée.
Ces IPA pourront se charger de l'organisation des rendez-vous médicaux ou paramédicaux, tels que ceux qui sont prévus dans le cadre du forfait précoce, que je propose d'ailleurs d'étendre jusqu'à l'âge de 12 ans. Pour favoriser la réalisation des consultations, soulager les parents des nombreux déplacements auxquels ils sont confrontés, il est également disposé que les établissements scolaires soient accessibles aux consultations des différents professionnels de santé qui aujourd'hui ne peuvent que difficilement pousser la porte de l'école, qui entourent les enfants, et ce, conformément aux protocoles mis en place dans le cadre des PAP ou des PPS, et qui sont rendus opposables par la loi, offrant ainsi des voies de recours judiciaires aux parents lorsqu'ils ne pourraient pas les faire exécuter dans de bonnes conditions. La proposition de loi vise également à faciliter la vie des parents dans toutes les démarches d'accompagnement de leurs enfants pour créer les conditions d'une prise en charge individualisée, souple et rapide. Ainsi, la proposition de loi inclut-elle explicitement les troubles cognitifs spécifiques parmi les motifs de don de jours de repos entre salariés volontaires et permet également aux salariés d'entreprise de bénéficier du dispositif d'aménagement d'horaire afin d'accompagner leurs enfants à ces consultations, examens, bilans médicaux dans les mêmes conditions que les aidants familiaux et les proches des personnes en situation de handicap. Parce que trop souvent, les parents sont confrontés aux lourdeurs administratives qui conduisent à des délais de traitement des dossiers MDPH à être supérieurs à 3 mois, avec de grandes disparités territoriales. Il est également explicitement indiqué que les MDPH disposent de 3 mois maximum pour élaborer le projet personnalisé de scolarisation. Elle vise enfin à mieux former les enseignants et les personnels d'encadrement aux troubles cognitifs spécifiques et en rend également obligatoire la formation pour les étudiants en médecine. Il s'agit en effet de repérer au plus tôt les enfants atteints d'un trouble 10 pour apporter au plus tôt les réponses justes et rapides qui éviteront que des cursus scolaires et plus tard des carrières professionnelles soient empêchés ou gâchés. Voilà en substance ce que proposait cette contribution qui malheureusement n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de la Commission des affaires sociales et ne sera donc pas portée non plus à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Elle a vécu ce que vivent la plupart des propositions de loi et ce que vivent les roses en général, juste le temps d'un printemps. Mais c'est une proposition de loi qui s'inscrit dans une logique d'unité nationale pour refaire société, qui vise à lutter contre l'exclusion sociale, l'exclusion scolaire, l'exclusion professionnelle, qui sont, à mes yeux, autant de régressions du lien social. C'est une proposition qui vise humblement à faire le lien entre vous, citoyens, enfants, parents, professionnels de santé, professionnels de l'éducation, services de l'État, collectivités locales, car mon rôle en ma qualité de parlementaire, c'est d'être passeur d'espoir, pour que la politique incarne vos combats et réconforte vos frustrations, passeur des attentes légitimes que vous portez en privé et la capacité de la sphère publique à y répondre. C'est enfin une proposition de loi que j'ai co-construite avec la Fédération des 10 comme un témoignage, une reconnaissance de l'engagement de votre fédération, car cette générosité, ce dévouement sont la démonstration que la fraternité en action que j'évoquais tout à l'heure vaut bien plus que les mots et les discours. Il y a dans cette énergie un creuset de vitalité et une capacité de transformation de la vie publique. J'entends les vitupérations, les colères, les insatisfactions vis-à-vis de l'action publique qui ne va pas assez vite et souvent pas assez loin. Et elles sont légitimes et sur le fond, je les partage. Mais vous êtes parvenus au sein de votre fédération, grâce à votre pugnacité, à installer les 10 dans le débat public, à interpeller officiellement la secrétaire d'État en charge du handicap. Vous l'avez fait au niveau local, là où vous êtes engagés et là où vous militez. Vous l'avez fait également au niveau national. Alors, ne nous leurrons pas. La route sera encore longue, mais il s'agit déjà d'un premier succès. Et la manifestation de la nécessité démocratique, de l'engagement civique, qui est aussi une part de l'engagement associatif.
Léon Bourgeois, qui était une grande figure de la Troisième République, disait avec beaucoup de justesse, l'association, c'est l'apprentissage de la vie sociale, c'est faire sur un petit espace, dans un petit domaine, l'image réduite, visible pour quelques-uns, de ce que doit être la grande société humaine. L'association, c'est le lieu du partage, de la mise en commun, c'est le terreau de la fraternité qui unit par-delà les liens du cœur. Une association, c'est une envie, une idée, un projet, mais c'est aussi un combat, c'est un groupe, c'est un collectif, c'est une solidarité qui s'exprime sur un territoire. Les citoyens l'expriment partout, dans la rue, sur les ronds-points, vous l'exprimez ici, dans cette belle salle du Centre Pompidou, au cœur de ce Paris de la culture et de l'histoire. Vous avez fait le déplacement depuis les grandes métropoles, depuis nos villages, depuis nos campagnes, pour entendre, pour ensemble partager, pour exprimer votre solidarité dans ce combat que vous portez haut et fort. C'est pour ça que je suis persuadé que nous devons bâtir un nouveau modèle de société, une sorte de troisième voie qui offre davantage de responsabilités aux citoyens qui veulent s'engager pour le bien commun. Je crois que les Français y sont prêts, pourvu qu'un environnement favorable leur soit proposé. Cette société de la troisième voie, c'est une société qui ne légifère pas sur tout, qui ne régente pas tout, qui ne décide pas de tout. C'est une société qui fait confiance aux citoyens en leur offrant un cadre général qui favorise la contractualisation. Cette société de la troisième voie, c'est une société où les citoyens sont acteurs de la vie de la cité, où les actions trouvent une application immédiate en dépassant les contraintes, les décisions verticales prises depuis Paris, en espérant qu'un jour, elles irrigueront les territoires. Voilà quelques exemples qui peuvent être portés par votre fédération dans cette nouvelle société qui ferait plus de place à la concertation, qui redynamiserait les corps intermédiaires et renouvellerait la promesse tocquevillienne d'une démocratie vivante au creux de laquelle la liberté est permanente et profonde. L'État y a un rôle transformé, transfiguré. Sa responsabilité est dès lors de soutenir une culture du volontariat, de la philanthropie, de l'action citoyenne. C'est un catalyseur de lien social. Voilà, mes chers amis, le message que je suis venu vous livrer en conclusion de votre journée. Voilà quelle est, je crois, ma responsabilité de politique. C'est un message d'espoir, car je crois que les Français sont prêts à ce changement et qu'ensemble nous pourrons favoriser les conditions d'application d'une société réellement inclusive. C'est aussi un message de modestie, parce qu'un homme politique ne sait pas tout, parce qu'il ne peut pas tout, et que l'innovation s'exprime par la force de vos convictions, par la qualité des projets que vous portez collectivement dans vos associations. C'est enfin, en ma qualité de représentant de la nation, un témoignage amical de soutien, de reconnaissance pour ce qu'est la FF10, pour ce qu'elle fait, pour votre générosité, pour votre dévouement, pour votre engagement associatif. Soyez fiers de ce que vous êtes et soyez fiers de ce que vous faites, parce que ce que vous faites nous rend fiers de vous.